tous et bienvenue au festival B2B, les webinaires organisés par les experts à récit pour vous accompagner dans les transformations et les réflexions autour du marketing, communication B2B. Cet webinaire de 20 minutes rythmé et de 10 minutes de questions-réponses. Et on va parler maintenant du discours et des nouvelles relations et surtout quels effets sur du Covid-19 sur les marques en B2B. Je me présente, donc je suis Laurent Olivier, je suis un des directeurs associés de l'agence Aréci. Un mot sur l'agence Aréci, qui est donc l'équipe, le département B2B au sein du groupe EPOCA, avec cette vision, c'est que le B2B, ce n'est pas que business to business, c'est brand to business, c'est faire en sorte que la marque soit forte pour faire un bon business. Et on va en parler maintenant avec nos deux experts, Soumia Touillard, qui est directrice de clientèle, et Mathieu Fischer, qui est directeur associé à l'agence. Et on va répondre effectivement à cette question: quels effets du Covid-19 sur les marques en B2B? Alors, avant de lancer Mathieu et de lui passer la parole, je voudrais juste vous rappeler qu'à droite, il y a un chat sur lequel vous pouvez, et on vous invite à poser vos questions. On va toutes les regrouper pour répondre à la fin. On va essayer de faire un webinaire interactif, dynamique, et on va tout de suite répondre à la première question. Mathieu, quelles sont les nouvelles attentes que la crise révèle? Merci Laurent, bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par des éléments de contexte. Alors, les éléments de contexte, c'est effectivement ce qui émerge en termes d'attente chez les gens, et c'est également ce qui émerge chez les cibles en termes de pratiques de consommation, de médias consommés. Donc plutôt sur le fond, sur les attentes, les mots-clés, les grands items de cette crise, on les connaît, on les entend tous les jours: local, solidarité, santé, mieux consommer, etc. Ce sont un petit peu les refrains qu'on entend partout autour de nous. En termes d'entreprise, de discours d'entreprise, ça se traduit par les concepts de RSE, ça se traduit par le brand purpose, on n'en a jamais entendu parler, etc. Alors, ce ne sont pas des éléments nouveaux à proprement parler, c'est des signaux qu'on avait captés depuis longtemps. Le brand purpose, c'est quelque chose dont on parlait de plus en plus. C'est néanmoins des choses qui ont clairement pris le devant de la scène. Voilà. En termes de communication, qu'est-ce que ça signifie, puisqu'évidemment, ces notions-là, elles se projettent en termes d'attente. Ça veut dire qu'en fait, les marques, tout simplement, on leur demande pas d'arrêter de consommer. Et ça, c'est un des gros enseignements, d'arrêter de communiquer, pardon. En revanche, on leur demande de le faire autrement. Donc, on a pris quelques chiffres clés de l'étude Kantar, dont on a pas mal parlé ces derniers temps. J'imagine que vous en connaissez certains. Le premier, je ne l'ai pas mis là, mais le plus important, c'est qu'il y a moins de 10% des gens qui ont finalement considéré que, du fait du contexte tout à fait exceptionnel, les marques devaient vraiment arrêter de communiquer. Donc, les gens ont vraiment demandé, ont vraiment attendu des marques qu'elles soient des émetteurs fiables et qui continuent leurs actions de communication pendant cette période inédite. Ensuite, si on leur a demandé de continuer de communiquer, l'idée, c'était de communiquer de façon différente et de façon adaptée. 50% des consommateurs ont clairement, explicitement demandé aux marques à ce qu'elles ne communiquent pas comme elles avaient coutume de le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des do et des do not, il y avait des choses à faire, des choses à éviter. Effectivement, alors au rayon des choses à faire, pour prendre un exemple, on a une grosse majorité, pas loin de 80% des consommateurs qui ont attendu des marques qu'elles les aident dans leur vie quotidienne de confinés. Alors c'est très B2C, mais pas que, comme on verra. Et au rayon de ce qui était plutôt proscrit, des choses trappes, entre guillemets, dans lesquelles ne devait pas tomber la communication des marques, il y a cette idée que les marques ne devaient pas exploiter effectivement ce contexte pour promouvoir leur marque, leur solution. Il y a beaucoup de communications qui ont couru le risque d'être taxées d'opportunisme. Et on verra que c'est une des grosses choses trappes auxquelles il convient de faire attention. Donc, un contexte particulier, des attentes particulières et des attentes qui se projettent sur la com, avec des attentes très claires concernant la communication des marques. On attend une communication effectivement authentique, sincère, responsable, généreuse. Et ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête en termes d'éléments de contexte, en termes d'attente des cibles. Ensuite, le deuxième élément dont on va parler maintenant, ce sont tout simplement les études en termes de médias consommés.
Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors comme le disait Mathieu aussi, en termes de voilà, sur les carrefours d'audience et la fréquentation des médias, alors évidemment on a tous été devant nos petits écrans lors des allocations d'Emmanuel Macron, mais c'est sur Internet que tout se passe. Dès la première semaine du confinement, on a vu qu'il y avait une augmentation de plus de 111% de fréquentation sur les sites et les applications d'actualité générique. Et encore une fois, là, c'est vraiment les tendances de fond qui se dégagent, à la fois aussi sur les réseaux sociaux où la fréquentation elle augmente de 61%, avec Facebook et YouTube qui arrivent en première position sur les territoires français. Et de la même façon, il y a des applications, notamment des applications de vidéoconférence qui ont été plébiscitées pendant la période du confinement, et notamment Zoom qui fait pas mal de polémiques en ce moment en termes de sécurité. Il faut savoir que Zoom, au mois de mars, a compté plus de 200 millions d'utilisateurs actifs et 300 millions au mois d'avril, ce qui est relativement énorme et qui s'inscrit aussi dans les tendances qu'on voit en ce moment sur la réalisation de webinars, des visioconférences, etc. Et petit aparté également sur le podcast qui est un peu plus récent en termes de médias, mais qui a su également se tirer son épingle du jeu avec une augmentation de plus de 14% des écoutes sur les podcasts. On voit donc que la crise a fait apparaître des paradoxes dans les usages. Tout à fait. Donc, effectivement, si on résume ces éléments de contexte, qui dit crise ne veut pas dire cessation, stop de la communication, bien au contraire. En revanche, s'il fallait parler d'une certaine façon. Et c'est bien le sujet de notre webinaire. Donc, parler oui, mais pas parler de tout. Comme on vient de le voir, la communication, elle était à la fois indispensable, elle était un attendu des marques, clairement. En même temps, on ne pouvait pas communiquer as usual. On va voir, hein, on a quelques marques qui n'ont pas su, entre guillemets, s'arrêter. Alors, est-ce que c'est de l'inertie? Est-ce que c'est des outils de marketing automation qui ont peut-être mouliné tout seul un peu trop longtemps? Peu importe, mais il y a eu des marques, on verra, qui se sont fait épingler, qui ont communiqué avec une bonne vieille com business 3 jours post-confinement, comme si de rien ne s'était passé. Et évidemment, ça s'est fait épingler. Donc, parler oui, mais pas de tout. Et puis, parler oui, mais pas partout. Donc ça, c'est le paradoxe de la crise, hein, c'est-à-dire qu'on a des médias notamment qui sont consommés comme jamais. On a des audiences et un lectorat sur les éditeurs qui ont battu des records. Mais c'est aussi le moment où, si vous ouvrez, pour prenons un grand titre B2B, prenez les Échos, il n'y a plus une pub. Il n'y a plus une pub dans les Échos. Donc c'est un moment assez paradoxal. Où les carrefours d'audience, certains sont extrêmement fréquentés, et en même temps, on ne peut pas forcément aller y poser son message, parce que payer à un moment où on attend de la solidarité, de la sincérité, de l'authenticité, etc., c'est trop comme, entre guillemets, quelque part. Donc ça fait partie des choses trappes, effectivement, dont on va parler. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une période où la communication, elle est piégeuse, parce qu'elle est à la fois extrêmement attendue, elle n'a jamais été aussi stratégique. En même temps, il y a un certain nombre de choses trappes. Quand je dis qu'elle n'a jamais été aussi stratégique, l'exemple de 2008 circule pas mal, par exemple. C'est-à-dire que les gens ont encore en tête le fait qu'il y a des études qui le prouvent, que les marques qui ont complètement arrêté de communiquer au moment de la précédente crise sont celles qui ont mis plus de temps, entre guillemets, à s'en remettre. Donc, la leçon a porté ses fruits. Il ne faut pas s'arrêter. Mais il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas communiquer as usual, et qu'il y a donc un certain nombre de choses trappes à éviter. Donc c'est bien l'objet de ce webinaire, et donc on va pour lister un petit peu ces différents points de la façon la plus concrète possible, et en prenant à chaque fois vraiment des exemples du B2B, puisque le B2B est évidemment complètement concerné lui aussi par ces sujets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé vraiment par des exemples très pratiques, et en fait on a listé 8 types de communication tout à fait canoniques qu'on a bien repérés. On a ébauché cette typologie, et c'est ces 8 actions de communication type qu'on va maintenant parcourir. Donc la première est la santé et la sécurité des collaborateurs. Exactement. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça a été le premier sujet, alors chronologique pour des raisons évidentes, d'explosion au moment de l'explosion de la crise, qui est apparu. Hein. C'est-à-dire que un des gros premiers thèmes de communication, ça a été, moi, la marque, j'assure et je mets tout en œuvre, en tout cas, pour assurer la sécurité de mes employés, des gens qui travaillent pour moi. Donc ça a été la première effectivement thématique dans la chronologie des prises de parole. C'est une problématique, c'est un sujet qui a été vraiment un sujet critique. C'est
parfois, assez souvent même, le CEO qui a donné de sa personne. Il y a vraiment une notion de sujet critique avec la figure, entre guillemets, tutélaire, ombrelle du président. Il y a eu... alors, ce qui est intéressant de constater ces derniers jours, c'est que c'est un sujet qui revient. C'est effectivement un sujet des premiers jours, entre guillemets, de la crise. Là, il revient, parce qu'il revient, il y a un effet 11 mai. C'est-à-dire que comme effectivement, il y a un effet reprise avec un certain nombre de personnes de façon plus ou moins étalée qui aujourd'hui vont reprendre le travail à partir de la semaine prochaine, il y a aujourd'hui effectivement une reprise de ces sujets par un certain nombre de marques. Et l'exemple, j'en veux pour preuve l'exemple, si Laurent, tu peux le remettre à l'écran, de Veolia. Alors, qui a été un exemple dont on a pas mal discuté parce qu'eux, ils ont eu un comportement assez particulier, c'est-à-dire qu'ils se sont effectivement engagés à tester l'ensemble de 100% de leurs collaborateurs. Donc, toutes les marques n'ont évidemment pas cette excellence en matière de précaution. Donc, on a pas mal parlé d'autres dans les médias, c'est le petit screenshot qu'on a mis en bas. Mais pour vous dire que ce sujet-là n'est pas un sujet uniquement réservé au premier jour de la crise. Donc, premier sujet clé, c'était vraiment protéger ses employés. Sujet numéro 2 avec Soumia, une prise de parole pour la continuité de l'activité. Complètement. Alors, le deuxième sujet qu'on a pu rencontrer vraiment au tout début de la crise, dans les prises de parole des différentes entreprises, c'était l'assurance de la continuité de l'activité dans un souci d'information auprès des clients, auprès des partenaires, des fournisseurs, mais aussi auprès des collaborateurs pour maintenir le lien et puis les valoriser. Donc, ce qui est intéressant dans les différents exemples qu'on a trouvés, c'est la forme en termes de discours, le message est quasi le même, mais la forme est différente selon les entreprises. Vous avez comme un exemple le groupe Atlantique qui a simplement posté un message pour assurer la continuité des activités des collaborateurs. Vous avez un autre exemple aussi qu'on a pas mal vu, c'est les captures d'écran à l'image de Total qui a fait une capture d'écran de l'ensemble de ses collaborateurs en visio. Il y a une autre alternative d'Insideboard, qui est un de nos clients qui est spécialisé dans une start-up spécialisée dans l'accompagnement ou dans la conduite du changement, qui était un peu plus incarnée. Aujourd'hui, si vous connectez sur leur site internet, vous avez une pop-up qui affiche avec un mot des deux CEO qui assure la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. Il y a un autre exemple aussi qui est assez particulier, qui a vu l'émergence de nouveaux outils, c'est celui d'Harmonie Mutuelle, qui a créé en fait dans le cadre de son intranet une prise de parole, qui a laissé la prise de parole aux collaborateurs avec un journal de bord qu'ils ont appelé ça le cocon. Et chaque jour, en fait, les collaborateurs ont la possibilité de partager des tips, des conseils sur l'organisation du télétravail, des playlists, etc. Et puis on a aussi un autre exemple, celui d'ArcelorMittal, qui a pour le coup mis en scène ce collaborateur de façon très léchée dans un film. Vraiment, on a un discours, c'est vraiment du storytelling, où ils ont mis en avant les collaborateurs de façon très, très qualitative. Troisième prise de parole, les entreprises qui ont voulu rassurer sur la continuité de service. Exactement. Donc, alors c'est en quelque sorte une sous-catégorie de ce dont on parlait précédemment. C'est-à-dire que là, on va retrouver un segment plus spécifique. Généralement, ce sont les acteurs que nous, on appelle B2T, B2 territoire. Donc, les grands acteurs des utilities, donc des Veolia, des Engie, ce type d'acteurs qui, alors, évidemment, sont souvent des acteurs en grande partie B2B, mais comme leur service concerne indirectement tout un chacun, si vous voulez, on est sur une communication qui va concerner, qui quelque part concerne le public. C'est B2B2 à la fin, tous les consommateurs, tous les Français. Donc, comme on est dans une communication B2F, B2 France, quelque part, eux ont eu une thématique très particulière qui a été effectivement de montrer les efforts qui étaient prodigués par les équipes, toujours au travail, toujours sur le terrain, pour effectivement, tout simplement obtenir la baraque et montrer que si la France tenait le coup, entre guillemets, c'était grâce aux gens de chez Engie qui assuraient tout ce qui était chaîne du froid, aux gens de Veolia qui assuraient l'approvisionnement en eau potable et des sujets aussi critiques. Donc, voilà quelques exemples ici. Engie Solutions, on s'en occupe notamment sur le volet social media. Donc, on était effectivement aux premières loges. Mais il y a aussi, il y a eu Veolia, il y a eu un certain nombre d'autres acteurs. Alors,
Quelques remarques en termes de forme, en termes de format. La première remarque, c'est, vous voyez, il y a eu, on va dire qu'il y a eu peut-être de certaine façon différents temps dans cette communication. Je vais prendre l'exemple d'Engie Solutions que vous avez à droite. Vous voyez qu'il y a eu un mélange, un mix entre des prises de parole extrêmement terrain. Donc on a eu beaucoup, évidemment, cette catégorie a fait beaucoup appel à la figure des collaborateurs vraiment sur le champ de bataille, hein, pour reprendre la métaphore macronienne. Donc la première ligne, elle est là. Dans son contexte de travail. Au début, on était plus sur des formats type reportage, des choses très roots, des choses parfois filmées par les collaborateurs eux-mêmes, hein, c'était en direct du front. Et puis, on le voit avec Engie, le deuxième exemple qui est tout à côté, c'était un peu l'exemple d'Arcelor dont on parlait il y a un instant, c'est le temps aidant, les équipes de com retrouvant un peu avec un délai suffisant en capacité à produire des choses plus sophistiquées, on s'est retrouvé avec des contenus entre guillemets plus com, et vous avez là un très beau film corporate, You Can Count on Us, donc vous pouvez compter sur nous, qui effectivement tient le même discours que le gars d'Engie sur le terrain, mais c'est effectivement beaucoup plus, c'est un outil de com beaucoup plus sophistiqué. Donc, et on a vu au fur et à mesure du temps ces outils-là venir rejoindre un petit peu les flashs entre guillemets des équipes sur le terrain. Alors, effectivement, et c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de format, ça pose un certain nombre de questions finalement en termes d'effet de communication. Donc on a appelé ça doser la com, hein, c'est vraiment la problématique que ça pose. Je vous ai mis là un exemple. Cet exemple, c'est ce qu'on a fait pour effectivement mener à bien cette communication pour Engie Solutions. Donc Engie Solutions avait tout un tas de cas concrets, de lieux où justement les équipes sur le terrain en pleine crise, alors que tout le monde était confiné, permettaient effectivement à la France de s'alimenter, de se chauffer, d'être approvisionné en énergie, etc., etc. Et une des grandes questions qu'on s'est posées, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que cette com soit à la fois impactante, qu'on la remarque, c'était une com extrêmement importante, extrêmement clé pour la marque et même pour les concitoyens, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire en même temps de façon à ce que cette com soit finalement pas trop com. C'est-à-dire que ça ne devienne pas l'exercice un petit peu d'un studio, que ça soit pas trop beau, que ça soit pas trop préparé. C'est pour ça que les récits terrain sont hyper importants. C'est vraiment la communication qui doit pas être fake, qui doit être quelque chose d'authentique, un petit peu un clin d'œil terrain. Donc ce que vous voyez là, cette série de vignettes, en fait, c'est une série qui s'égrène au fur et à mesure du temps où on montre à chaque fois. C'est vraiment le discours de la preuve, hein. On montre à chaque fois dans un lieu précis, parfois chiffres à l'appui, ce qu'on fait, ce qu'on font, ce qu'apportent les équipes Engie, mais on s'est posé beaucoup de questions, l'air de rien, sur la mise en forme de ces vignettes, et on a essayé de trouver le juste équilibrage entre quelque chose. Alors, on a quand même cherché une forme qu'on remarque de façon à pouvoir émerger dans un flow de social media et de façon à ce que les gens repèrent et qu'il y ait un effet répétition pour que les gens, in fine, réalisent tout ce que Engie Solutions effectivement contribuait à assurer en termes de continuité de service. Donc, mais le défi, c'était à la fois d'avoir ce côté, de jouer sur cette répétition et cette reconnaissance visuelle, en même temps, sans tomber dans les travers d'une forme trop sophistiquée, trop communicante, et de perdre finalement cet effet de sincérité et cet effet d'éclairage direct sur le terrain. Donc comment est-ce qu'on pouvait être à la fois extrêmement consistant, cohérent, visuellement, sans non plus avoir l'air d'être un peu trop chiadé, un peu trop préparé. Ça, c'est une des premières questions que cette communication-là a posée. Et puis, tout simplement, au démarrage, et ça, on n'a pas fait exception, ce qui était très important, et alors, toute charte graphique, tout guidelines, etc., tout ça a valdingué. Il y a eu des communications entre guillemets d'interruption, c'est-à-dire qu'il y a eu des prises de parole. Alors ça, c'était vraiment au démarrage de la crise, des prises de parole d'interruption du flow habituel pour dire stop, et sans aucun effet visuel, juste en respectant ma typo, ma couleur, etc. Moi, Marc, je prends la parole. C'est vraiment le édition spéciale. Stop, on arrête tout. J'ai quelque chose d'extrêmement grave à vous dire. Donc, vous voyez qu'un Engie Solutions, on l'a fait pour eux, mais un Dalkia, un Leclerc, pour prendre un exemple B2C, et tant d'autres marques l'ont fait. On a eu vraiment cet effet un peu de stop qui a marqué effectivement la cessation de la communication habituelle. On constate aussi qu'on nous a posé beaucoup de questions sur est-ce que je prends la parole, est-ce que je peux parler business ou je ne peux pas parler business dans cette période. Et donc c'est Soumia qui va nous montrer des cas précis d'effets du Covid sur la communication et les prises de parole. Alors, la fameuse question du business qui a été soulevée par toutes les entreprises. Alors, pour la majeure partie des cas, en début de la crise sanitaire, l'ensemble des entreprises
entreprises ont arrêté l'ensemble de leur communication business produit, donc les campagnes d'email, les campagnes de médias et les campagnes aussi de marketing automation, donc notamment les acteurs du retail. Donc ça, c'est la première réponse pendant le temps 1. Et puis on a pu épingler quelques entreprises qui n'ont pas joué le jeu, en tout cas, qui ont laissé peut-être tourner leur solution marketing automation comme Sixt, qui au bout de 3-4 jours après l'annonce du confinement a continué d'envoyer ses emails. Et puis on a eu aussi un deuxième temps où il y a eu certaines entreprises qui ont profité, entre guillemets, du contexte pour pouvoir commercialiser par la promotion de façon assez nuancée et subtile de leurs solutions. Et ça a été le cas de Konica Minolta, qui est un acteur qui est spécialisé dans les solutions d'impression et qui commercialise aussi des solutions des logiciels de cybersécurité. Et donc, à profiter du contexte actuel, du fait qu'on recevait énormément de cyberattaques, il y avait énormément d'emails frauduleux pendant la période du confinement pour envoyer certains de ces emails à sa base et proposer leur solution de protection. Et on a un autre exemple aussi, celui de Cold Square, qui est une solution qui est spécialisée dans l'influence marketing, donc qui met en relation des influenceurs et les entreprises et qui pilote aussi les campagnes. Alors là, c'est peut-être une approche un peu plus opportuniste qui a mis en fait sa plateforme de façon à disposition de l'ensemble des utilisateurs de façon gratuite. Et l'idée, c'est de pouvoir leur faire évidemment tester, adopter la solution et d'en faire des abonnés. Des abonnés après la fin du confinement. Donc, opportuniste ou pas, je vous laisse juger. Autre bonnes attitudes, Mathieu? Voilà, alors bonnes attitudes, bonnes actions. En tout cas, Béa, donc là, on ouvre le chapitre effectivement de l'engagement. Évidemment, le terme n'est pas du tout connoté négativement. Hein, c'est des choses très très bien qu'ont fait les entreprises. On est vraiment dans le monde du pro bono. Des gestes des actions qui ont été faites par les entreprises justement pour rejoindre le combat général contre le Covid. Donc on a eu, on va dire, 3 sous-catégories. Hein. Il y a eu moi, entreprise, je montre que je suis partie prenante de ce combat contre le virus. La réponse la plus immédiate, c'est je mets mon savoir-faire, je mets mon expertise et mes équipes, mes ressources au service de ce combat. Donc on retrouve évidemment tous les grands acteurs qui avaient quelque chose qui concernait, en fait, là il y a eu un jeu pour les entreprises, il y a eu un geste de com consistant à montrer de quelle façon leur expertise finalement était utile à ce combat, même si on l'avait pas immédiatement identifié. Tout le monde est au courant que j'imagine qu'un Air Liquide avec son oxygène, effectivement aux premières loges, pour équiper les hôpitaux, la réanimation, tout ça, les gens l'ont en tête. Est-ce que les gens ont en tête que Atos, pour prendre le deuxième exemple, qui est dans l'IT, qui propose des calculateurs, ce qu'on appelle du HPC, du calcul haute performance, des gros calculateurs qui en teraflop, mégaflop font des simulations numériques, les gens n'y pensent pas. Et pourtant, ça fait partie des outils technologiques qui sont aujourd'hui utilisés dans la recherche de vaccins, par exemple. Donc là, on a été dans la communication, elle a eu pour objet finalement de faire émerger la contribution de l'entreprise à la lutte commune. Donc, on a eu l'entreprise là qui participait soit directement par son expertise, soit par son réseau quelque part, par sa capacité à rassembler, à intégrer un pool d'expertise. Alors, on a eu l'exemple extrêmement connu, débattu, on a eu le fameux cas des respirateurs avec le bundle Air Liquide, Schneider, Valeo, PSA, mais il y a eu d'autres exemples. On a mis l'exemple d'Airbus également qui a lancé des hackathons pour justement essayer de fédérer un écosystème de start-up et travailler avec eux à différentes réponses à la crise, des plus sophistiquées à parfois des choses assez simples comme effectivement imprimer des visières en 3D, ce genre de choses. Donc la première BA évidente, c'est moi, entreprise, je mets mon savoir-faire au service de la lutte contre le Covid. La deuxième, non moins évidente, c'est de la générosité pure. C'est-à-dire que là, on est déconnecté. Du terrain de jeu de l'entreprise. C'est tout simplement une entreprise. Alors, le plus souvent, ça a été des donations sous forme de masques. Je vous ai mis l'exemple d'Arcelor, l'exemple du groupe Atlantique qui est beaucoup plus petit qu'un Arcelor. Donc là, des entreprises de toute taille, etc., on fait tout simplement un geste de don. Là, c'est très simple. Et alors, il y a un troisième cas de figure qui est très intéressant parce que là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement spécifique au B2B,
qui est les entreprises qui ont justement, dans leur acte de générosité, elles l'ont tourné vraiment vers leur écosystème pro. Donc ça, elles l'ont fait de plusieurs façons différentes. Ça pouvait être vers l'amont ou vers l'aval, ça pouvait être vers l'amont côté fournisseur. Donc ça a été des entreprises qui justement se sont engagées dans une période extrêmement difficile, par exemple, à régler au comptant tout ce qui était tous leurs fournisseurs, plutôt les TPE, PME, tous les petits acteurs. Donc, alors l'exemple que j'ai mis là, j'ai pas trouvé la vignette B2B, mais un L'Oréal par exemple l'a fait. C'est-à-dire que L'Oréal, typiquement, quand un salon de coiffure achète du L'Oréal, si c'est un salon de coiffure de petite taille, c'est un petit parfumeur indépendant. L'Oréal, effectivement, ces gens-là, les fournisseurs de L'Oréal, pardon, là je parlais des clients, les fournisseurs de L'Oréal étaient payés comptant quand il s'agissait d'une petite entreprise. Et cette, entre guillemets, cette bonne action vers l'amont, vers ses fournisseurs, on l'a retrouvée aussi vers l'aval. Et c'est L'Oréal là aussi a eu, entre guillemets, des beaux gestes, puisqu'ils ont mis en place un certain nombre de systèmes d'aide auprès on en a pas mal parlé, auprès des salons de coiffure. Donc, ils se sont ainsi engagés à les aider. Donc, il y a eu différents leviers qui ont été mobilisés. À titre d'exemple, par exemple, ils leur ont octroyé un certain nombre de facilités de paiement. Ils leur ont aussi mis à disposition des systèmes de réservation. La moitié de la France attend encore quelques jours pour couper sa tignasse. Ils vont avoir beaucoup de monde. Donc, j'en suis la preuve. Donc, effectivement, comment les aider à faire en sorte à réguler ce flux ? Je sais qu'il y a des systèmes de réservation online qui effectivement ont été mis à disposition par L'Oréal. L'autre exemple, c'est par exemple Atlantique, donc qui fournit des systèmes plutôt de ventilation, de climatisation, entreprise lyonnaise, qui est effectivement, alors là on est plus dans la reconnaissance que dans l'action à proprement parler, mais c'est aussi important. Et typiquement, vis-à-vis de ces plombiers, de ces climaticiens, des gens qui ont continué de travailler, qui étaient sur le fond, l'entreprise s'est fondue d'un certain nombre de messages, les fameux merci que vous voyez ici, justement auprès de ses clients installateurs qui justement restaient sur le terrain pour installer les solutions. Donc on le voit plein de bonnes actions. Il y a eu un débat à l'agence, c'était de savoir que l'emprisonnement rejoigne la lutte. On a eu un débat à l'agence, c'était de savoir est-ce que ces bonnes actions, on peut en faire de la publicité, hein, est-ce que c'est une bonne chose? Et donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut faire du paid média sur ces bonnes actions? Alors ça, c'est un débat vieux comme le monde, dit en digital. Ça dit en langue digitale, ça devient est-ce que je fais du paid média sur CBA, comme tu disais, Laurent. Donc, je vous montre un exemple qui nous a fait beaucoup réfléchir. Et loin de moi, l'idée d'épingler la marque a fait beaucoup de choses très bien par ailleurs. Mais vous voyez, Système U, j'ai eu la surprise de découvrir que j'avais un tweet sponsorisé, effectivement, mettant en exergue alors il se trouve que c'est le dirigeant d'un système U local qui, effectivement, est allé offrir des chocolats à du personnel soignant, du personnel hospitalier, donc un de ces multiples gestes de soutien du personnel soignant. J'étais assez étonné de voir que ce type d'action-là on payait, entre guillemets, de l'espace auprès de Twitter pour le porter à notre attention. Donc, ça nous a beaucoup fait. Alors, je ne suis pas une instance morale, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais en tout cas, ça soulève la question. On s'est posé beaucoup de questions sur ce type de levier. J'ai un exemple qui le montre bien, c'est pour NJ Solutions. NJ Solutions a mis en œuvre, au rayon des fameuses bonnes actions, NJ Solutions a proposé de prêter toute une partie de son parc véhicule, qui effectivement, vu les circonstances, ne servait plus, auprès des personnels de première ligne, les fameux personnels soignants, policiers, pompiers, etc. Et donc, ce sont les vignettes que vous voyez là, sur la partie droite. Et donc, on avait deux types de communication. On avait une première communication qui était une communication utilisateur. Donc, nous, notre job, c'était d'aider NJ Solutions à toucher le plus vite possible un maximum de personnel soignant dans différentes zones géographiques pour porter à leur connaissance cette offre et voir si elles étaient intéressées. Donc ça, typiquement, cette première communication-là, ce sont les vignettes que vous voyez en haut, hein, qui ont été à chaque fois diffusées de façon géolocalisée, hein, puisque l'offre, c'était dans un certain nombre de villes en France, donc à Bordeaux, à Lille, à Paris, etc. Là, on a fait du paid média, parce que là, on avait un impératif, c'était vraiment, on voulait monter très très vite en notoriété, hein, on voulait vraiment aider le plus vite possible les personnels soignants. On n'avait pas forcément la bonne communauté dans chaque localité pour diffuser notre offre. Donc là, pas d'hésitation, on a fait du paid média. Et à contrario, on a eu une deuxième communication
beaucoup plus light, qui est la communication que vous voyez en dessous, qui est une communication beaucoup plus corporate, qui là s'adresse à tous les publics de la d'Engie, juste pour dire, bah voilà, nous aussi, on a fait un peu notre effort et figurez-vous qu'en ce moment, on fait cette bonne action. Et cette même communication-là, qui est une communication d'image et non plus la communication entre guillemets conducteur, c'est une communication qu'on sait bien garder en revanche de sponsoriser. Donc on voit bien, comme tu disais Laurent, qu'il y a une barrière très très fine d'acceptabilité de cette communication autour des bonnes actions. Sixième effet constaté du Covid, c'est qu'on a vu de nombreuses marques chercher à se rapprocher de leurs clients, de leurs consommateurs, quels qu'ils soient. Et donc, on a vu que malgré le confinement, ils ont cherché à créer ce lien de proximité. C'est exactement ça, Laurence. La question pour ces entreprises, c'était de savoir comment on pouvait maintenir le lien pendant une période dans laquelle aucune communication business n'était diffusée. Alors, ce qu'on a vu, cette deuxième proximité, en fait, elle s'est illustrée par différentes façons. Un, par les canaux. Donc, on a différents exemples, notamment celui de Foncia, qui a créé en fait un nouveau support, une newsletter à destination des locataires, des propriétaires, des copropriétaires, pour les informer en fait des réglementations, notamment nouvelles pendant la période du confinement. Des informations, la notion de tout ce qui était de l'ordre des paiements dématérialisés pendant le confinement. Donc voilà, ils ont lancé un nouveau support de communication pour maintenir le lien avec l'ensemble de leurs clients. Et autre exemple aussi là, c'est du côté de Konica Minolta qui a créé un nouveau format en fait de webinar qui n'en faisait pas forcément auparavant et qui avait profité de cette période-là pour créer son webinar. Et de la même façon, on a vu aussi l'émergence de nouveaux formats type podcast. Beaucoup d'entreprises se sont lancées, ont profité de cette période pour se lancer dans la création de podcasts et pour maintenir le lien et la proximité avec leurs clients. Et le deuxième point, c'est comment maintenir la proximité aussi par les messages. Et ça, c'est un élément qu'on a rencontré énormément sur les sites et les magazines d'actu, et aussi bien sur les blogs, notamment B2B, où la ligne éditoriale en fait a été réorientée pour mieux répondre en fait au contexte. Donc, on a énormément trouvé, notamment sur le blog d'Atos, des articles traitant du Covid, traitant du télétravail, traitant de la réorganisation au travail. Et de la même façon, on a eu la chance aussi d'accompagner quelques entreprises dans la rédaction des articles pendant le confinement, où il a fallu qu'on mette en avant aussi leur expertise en termes de télécommunication pendant cette période et la façon dont la télécommunication peut être utile pendant le confinement. Et on va terminer avec un peu de légèreté aussi, avec un exemple d'ArcelorMittal, pour de l'industrie, qui a décidé aussi de maintenir le lien en partageant des nouvelles assez douces et qui a mis en avant, qui a relayé l'information sur le fait qu'il y avait 4 petites oisillons de faucons qui étaient nés sur son site achat. Donc voilà, c'est l'une des façons aussi de maintenir le lien et la relation pendant le confinement. Septième point, septième effet du Covid, c'est maintenant il faut préparer la reprise. Exactement. Donc, préparer la reprise. Alors, toutes les entreprises n'ont pas encore forcément beaucoup démarré cette communication-là. Ça dépend. Il y a encore tellement d'incertitudes qu'on ne le voit pas partout. Alors, il y a un secteur, et c'est forcément là-dessus qu'on devait faire porter notre analyse, qui en a parlé beaucoup, c'est la formation professionnelle. Pourquoi? Alors, pour des raisons totalement évidentes, c'est que effectivement, eux, c'est leur métier. Eux, il s'est ouvert pour eux une parenthèse qui était une parenthèse tout à fait exceptionnelle, où des gens ne pouvaient plus travailler, attendaient de pouvoir travailler. Il y avait des forces de travail qui étaient inoccupées, qui étaient chez elles, et quand en plus il y a eu l'aide d'État permettant effectivement de prendre en charge les formations des personnes mises au chômage partiel. Alors là, ça a été vraiment une sorte de période un petit peu, je ne vais pas dire bénie, parce que le mot serait inapproprié, mais de période tout à fait exceptionnelle pour ces acteurs-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même sur quelque chose où finalement le discours business redevient quelque part légitime, parce que c'est un peu comme l'exemple de Konica tout à l'heure. Effectivement, on pousse son offre dans une période où les gens n'osent pas trop parler de leur offre, sauf que
cette offre-là, ça devient un service, un vrai service, dans le sens, tout comme c'est l'exemple de Konica tout à l'heure. On n'est pas en train de proposer une location de voiture le week-end alors que tout le monde est confiné. On est en train d'apporter aux gens, certes de façon payante, mais d'apporter aux gens des solutions adaptées à l'épreuve qu'elles traversent. Donc, c'est effectivement, ça contourne l'écueil et on peut communiquer là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant de constater, c'est que les gens n'ont pas fait tous les acteurs l'ont pas fait de la même façon. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai mis en vis-à-vis deux acteurs de la communication. À gauche, vous avez Segos, à droite, vous avez Comundi. Et ce qui est très très drôle, c'est la différence de ton. Vous avez Segos qui a, sur ses pages sociales, qui a diffusé des petites vignettes avec assez pétillantes, ils ont échantillonné un petit peu leurs différentes offres de formation en proposant des petits modules de 3 heures en distanciel sur des thématiques en roulement. Alors c'est assez frais, c'est totalement adapté aux circonstances. J'ai même cru, il a fallu que je clique, j'ai même cru que c'était gratuit quelque part et qu'effectivement Segos me faisait goûter son offre. Bon, c'est pas le cas, mais ça donne une idée du ton. A contrario, j'ai un Comundi qui est arrivé avec ses gros sabots et qui commence son message par profiter de la prise en charge à 100% par l'État. Donc, si vous voulez, on a vraiment un exemple d'opportunisme, vraiment, mais alors clair et net, flagrant, avec à gauche, au contraire, la même offre finalement, mais qui est prise sous un angle totalement différent. Donc ça, c'est important par rapport aux barrières qu'on se fixait au démarrage. Et donc nous, alors on travaille pour un certain nombre d'acteurs de la formation et un d'entre eux, c'est Halifax Consulting. En plus, c'est de la formation en performance commerciale. Donc, autant vous dire que la période, avec des commerciaux qui sont chez eux, qui ne peuvent plus visiter leurs clients, mais s'il y a une période pareille, propice à la formation des équipes de vente, c'est bien celle-là. Ben, on s'est interdit dans notre communication, effectivement, de trop mettre en avant, cette aide d'État. Donc, vous avez un exemple d'emailing qui partent en ce moment même justement auprès des directions commerciales ou des responsables de formation. Et nous, l'angle d'attaque qu'on a pris, ça a été de dire, mais aujourd'hui, tout le monde arrive avec son offre de formation, tout le monde arrive en disant je sais faire du distanciel parce qu'en fait, j'ai juste un mec qui d'habitude accueillait des gens dans une salle et maintenant il se filme. Et c'est du présentiel mis sur Zoom. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on a une vraie pédagogie distancielle. Ça fait des années qu'on l'a rodée avec des ateliers à distance, du coaching interactif, etc., etc. On n'est pas tombé de la dernière pluie et nous, on a la bonne réponse. On a vraiment la bonne réponse à ce contexte. Donc, c'est intéressant parce que l'aide d'État, évidemment, on en a parlé. C'est ce que vous voyez en tout petit en bas, mais c'est juste à la fin comme un élément de levée de frein pour dire et au fait, en plus tout ça en ce moment, on vous aide. Mais c'est pas du tout l'angle d'attaque qu'on a choisi. Dernier point, et c'est penser maintenant au monde d'après. Hein. J'en profite pour vous dire que posez vos questions dans le chat. Juste après ce 8e point, on va commencer à répondre aux questions. Donc, Soumia ? Alors, le 8e point, c'est celui, les actions de communication qu'on a pu voir émerger, c'est surtout ces dernières semaines sur les pistes de réflexion qu'ont engagé les entreprises sur comment dessiner le monde d'après. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différents formats en fait compris les entreprises, notamment B2B. Vous avez l'exemple d'Atos qui a décidé d'en faire une analyse assez poussée sur ses engagements, sur la façon dont il va pouvoir repenser en fait son secteur, le secteur industriel après la crise et la façon dont ils vont pouvoir repenser leur façon de travailler dans le respect de l'écologie et de l'environnement. Vous avez aussi un autre exemple qui est assez intéressant, celui de Veolia, qui s'est lancé depuis quelques semaines maintenant dans une série de podcasts qui s'appelle Et demain, en partenariat avec un magazine Zweckrik Erika, qui est quasi un magazine d'anticipation qui traite des sujets du futur. Et donc, vous avez les interventions des experts Veolia, notamment sur des sujets d'écologie et d'environnement, donc qui est assez intéressant. Et dernière forme aussi, c'est un exemple d'Engie, où là, on est vraiment sur la prise de parole incarnée, notamment, c'est le DG d'Engie Solutions qui a pris la parole en écrivant un article sur LinkedIn, en essayant de dessiner, en fait, de partager sa vision du monde de demain. Et de la même façon, Engie a participé aussi et est signataire, en fait, d'une tribune qui est de la Fondation Solar Impulse, qui leur permet aujourd'hui de s'engager sur les 1000 solutions durables de demain. Merci Soumia. On fait une synthèse, Mathieu, et quelques lignes forces de cette com du Covid et après on répond aux questions. Très rapidement, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti. Très rapidement, voilà, quatre grandes lignes de force sur les sujets, le traitement, le registre et les canaux. Alors,
Sur les sujets, on voit bien que la tendance qui ressort, c'est effectivement la mise à distance de cette communication business. Donc, un des gros sujets que les marques, j'allais dire vont avoir, mais elles ont, puisqu'on plonge dessus, ça va être, entre guillemets, on a fait le jeu de mots, ça va être un peu déconfiner la com business, elle aussi. Comment on y revient, dans quel rythme on y revient, quel schéma de transition d'une com très très spécifique à une com business, à plus forte raison quand son offre est très très déconnectée de tous les services aidants, entre guillemets, en lien avec la crise. Donc, les sujets. 2, le traitement. Le traitement, on l'a vu, hein, rappelez-vous, c'était l'exemple d'Arcelor, c'était l'exemple du film d'Engie, etc. Attention, on a eu beaucoup de prises de parole. On a travaillé agence annonceur, hein, sur des rythmiques qui n'étaient pas du tout les rythmiques habituelles. On était dans le temps de réaction beaucoup plus rapide. On a parfois travaillé au jour le jour. Hein, c'est le bonheur de la crise. Donc, on a eu des discours, notamment au début, rappelez-vous, hein, tout ce qui était récit terrain, on a eu des discours d'authenticité. On a vu que le temps aidant, on est passé sur des formats un peu plus travaillés, un peu plus sophistiqués. Donc, évidemment, on ne va pas rester avec une com un peu frustre. Néanmoins, attention au timing. Là aussi, il va y avoir un glissement vers des formats plus travaillés, donc il faut bien mesurer, qu'il faut bien faire un petit peu dans le bon rythme. 3e point, c'est le registre de communication. Donc, le registre de communication, ça, je ne vous l'apprends pas. Hein. Cette crise, ça a été vraiment un moment très très fort pour tout ce qui était communication un petit peu de temps long. On parlait à l'instant des podcasts, on parlait à l'instant des livres blancs, on est en plein webinar, on ne parle plus que de... On est vraiment dans des formats de contenu, des formats qui mettent du temps à se consommer. Alors, pour plein de raisons. On est à un moment où les promesses ont besoin de preuves comme jamais. Donc, on ne peut pas arriver avec une petite vignette et s'en aller. On a besoin de faire un récit, on a besoin de montrer. C'était l'exemple d'Engie tout à l'heure. C'est bien beau de dire ce qu'on fait dans tel hôpital, mais il faut qu'on montre les gens, il faut qu'on dise combien de lits on aide à installer, etc., etc. Donc, il y a un besoin de preuves, il y a un besoin également... Il y a le fait aussi tout simplement qu'on s'adresse à sa communauté. C'est très paradoxal cette crise, hein, parce qu'on a demandé à des marques un petit peu d'aider à quelque chose qui transcendait leur petit ou grand cercle de leur petit écosystème habituel. En même temps, c'est une période où elles se sont adressées à leur communauté comme jamais, puisqu'on a vu tout ce qui était médias, PED, etc. s'arrêter et qu'on s'est énormément recentré sur le digital et particulièrement le social. Donc ça, c'est aussi un effet. Quand on s'adresse à sa communauté, on est en droit d'attendre un peu plus d'attention. C'est des gens qui sont peut-être prêts à nous consacrer plus de temps. Et toujours sur cette question du temps, de façon très mécanique, on a des gens qui sont chez eux, des gens qui ont peut-être plus le temps que d'habitude. Je dis peut-être parce que j'ai des enfants, donc je sais que l'idée d'un confinement avec rien à faire est totalement éhontée. En tout cas, on a un contexte qui est plus favorable à des consommations de temps long, et parfois même à de l'apprentissage. Rappelez-vous l'exemple de la formation. Et puis pour finir, les canaux. Alors sur les canaux, le digital, et parmi ce digital, le fait que le PED étant d'usage extrêmement délicat, c'est effectivement le social, le earn, le own qui ont clairement pris le pas. Hein. Les réseaux sociaux sont devenus le lieu de rendez-vous des Français. Ça a été très très clair pendant cette crise. Ça s'est fait de façon, on n'a pas le temps malheureusement, hein, mais nous dans le détail, dans la finesse de l'analyse, on a vu des choses assez étonnantes. On a vu LinkedIn par exemple. Ne pas avoir une énorme audience les premiers jours de la crise, ça s'est redressé depuis. Mais peut-être le fait que les gens ont eu besoin de se recentrer de façon très très personnelle. Un Facebook a explosé, là où un LinkedIn dans les premiers jours avait plutôt tendance à légèrement décroître. Donc dans l'analyse, on pourrait aller bien plus loin. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette tendance-là du digital, je ne pense pas qu'elle va au moins perdurer un certain temps. C'est très simple, c'est assez mécanique. On a un déconfinement qui va se faire par région. Aujourd'hui, si on veut des levées de communication qui s'adaptent et qui régionalisent le propos en fonction des contextes et du local, je ne dis pas qu'on n'a que ça, mais en tout cas, le digital est très, très pratique pour géolocaliser ces messages et les différencier en fonction des contextes régionaux. Est-ce qu'à moyen terme, on aura un rééquilibrage ? Oui, je ne peux pas croire. Je vois toutes les questions sur l'événementiel, donc je ne peux pas croire que l'événementiel n'est pas mort. L'événementiel, c'est juste pas le moment. Donc, il reviendra, je vous le souhaite, et nous-mêmes, dans le business, on sait bien qu'on en a besoin. Mais effectivement, ce moment-là n'est pas encore arrivé. Et un dernier mot, peut-être, pour finir, c'est là, je vous parle de tendance, de conclusion, etc. C'est vraiment à manier avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de prudence. Je voulais vraiment finir là-dessus. On est encore dedans, on est au début, selon même certains. Donc, attention
tout est aujourd'hui un petit peu, peut se prêter à différentes interprétations. J'ai pris qu'un exemple pour vous montrer qu'on est sur des choses qui ne sont pas encore très bien dessinées et que ça peut faire l'objet de lectures très contradictoires. Ce fameux monde d'après, pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple. Donc, on a commencé par là, on va finir par là. Tout le monde a dit que la période, c'était la période de l'authenticité, de la sincérité, du partage, de l'écologie, de la RSE, etc., etc. Donc, est-ce que la com va durablement imprégner ces valeurs? J'aurais tendance à penser que oui, en tout cas, ça va laisser une trace. Mais quand d'un autre côté, on lit que l'urgence va être au redémarrage économique, quand j'entends certains acteurs dire il va peut-être falloir un peu lever le pied sur les impératifs green pour que de façon urgente redémarrer le business, on peut tout à fait se dire que de façon totalement contradictoire, mais provenant du même contexte, se dire que les priorités économiques vont finalement reléguer tout ça au deuxième plan. Donc, soyons humbles, c'est vraiment, on est au début de cette nouvelle histoire, c'est encore très difficile de dessiner des lignes de force très claires. Merci Soumya et merci Mathieu, on va répondre aux questions, on est plutôt très en retard, mais on va essayer de prendre une question notamment effectivement sur l'événementiel. À votre avis, quel ton adopter lorsqu'on annule ces événements et pour garder le contact avec ses cibles? Alors c'est compliqué. Alors l'événementiel, on travaille pour un certain nombre d'acteurs de l'événementiel. On travaille pour donner un exemple, on travaille pour Train Expo, qui est la filiale événementielle de la SNCF qui loue ses trains pour des événements. On travaille pour le Crazy Horse, un B2B très particulier, qui effectivement, où on cherche effectivement à vendre les prestations, les soirées du Crazy Horse à des acteurs pros et non plus à monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est des marques, la première chose, c'est des marques qui sont, alors là on est sur un stand-by business total, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est des marques auxquelles on a recommandé de ne pas s'arrêter de communiquer. On a quand même, on sait ce que c'est qu'une disparition totale des écrans radars en termes de communication. Donc il s'agit pas de créer un blackout et que Train Expo, Crazy Horse ou d'autres acteurs événementiels disparaissent des écrans de leur cible. En revanche, on ne peut pas faire du Sixte et parler de sa nouvelle scène et de son nouveau chorégraphe alors qu'on sait pertinemment que l'établissement est fermé. Ce serait complètement débile. Donc, ce qu'on essaie de faire auprès de ces acteurs-là, c'est on essaie d'opérer un glissement dans leur communication. Donc, encore une fois, on va beaucoup vers du contenu, beaucoup vers une éditorialisation du propos, de façon à continuer d'occuper le terrain et de façon à s'éloigner encore plus de l'offre et à apporter beaucoup plus de l'actu, de l'info utile, etc. Je vais prendre un exemple, Train Expo, bon, il y a la maison mère de la SNCF, donc il y a quand même des choses intéressantes à raconter. Il y a des choses intéressantes à raconter là, maintenant, sur le contexte ferroviaire. Et puis, évidemment, ce qu'on attend, c'est le moment où, petit à petit, on va revenir avec un propos plus business quand de nouveau l'offre sera active. Et puis, j'ai envie de dire cerise sur, non pas carotte, mais cerise sur le gâteau. Il y a aussi ce moment qu'on attend où on dira même les gens ont été privés de ces événements, les gens ont été privés de ces rencontres, privés de ces contacts. Il y a un moment donné où il faudra être l'acteur événementiel du déconfinement, au sens où parce que le Crazy Horse c'est un spectacle inoubliable, parce que Train Expo c'est des trains dans les gares, donc un contact avec le grand public que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, parce que vos premiers événements, votre sortie de crise et cette espèce de relâchement, c'est chez nous que ça doit se passer. Merci Mathieu, merci Soumya pour ces informations très intéressantes au sujet de la marque et des prises de parole pendant le Covid. On vous dit merci à tous et de votre présence. Profitez de l'ensemble des webinars de ce festival B2B. Et avant de vous quitter, on va vous proposer de vous projeter dans les réalisations de l'agence avec cette vidéo qu'on va vous diffuser. Merci et à bientôt.